Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici les faits saillants. Le sommet donc sur l'Alliance solaire internationale organisé en Inde s'est ouvert aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et l'Arabie Saoudite achète donc des avions de combat à Londres. Voici pour le sommaire, merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. La conférence devant assurer une transition énergétique et mettre en place une alliance internationale pour le solaire s'est ouverte ce matin à New Delhi, en Inde. Elle propose donc une plus grande coopération entre plusieurs pays et devenir une sérieuse alternative pour faire face au changement climatique et la pollution de l'atmosphère. La promotion de l'énergie solaire donc sera ainsi au centre de cette importante rencontre internationale. L'Alliance solaire internationale a notamment comme objectif de réduire massivement donc l'énergie solaire et répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement. L'alliance donc a été mise en place par la France et l'Inde à l'occasion donc de la conférence de Paris en décembre 2015 et par la suite donc le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron co-président ce sommet. Une vingtaine donc de chefs d'État et de gouvernement participent également aux travaux de ce sommet, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président du Rwanda Paul Kagame et le président du Gabon Ali Bongo. Outre les délégations donc de plusieurs pays représentés à un niveau inférieur, on compte également des représentants des agences des Nations Unies, de la Banque mondiale, la société civile et des experts du milieu venus partager leurs expériences et savoir-faire. Ce forum donc mettra essentiellement le projecteur sur le succès enregistré donc par l'Inde dans ses efforts visant à réduire substantiellement son recours aux énergies fossiles. Cette rencontre donc permettra de faire le point sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'agenda de l'Alliance internationale pour le solaire, où l'on veut accroître donc de manière significative la production d'électricité tirée du solaire. Et l'on estime donc que les populations des 121 pays donc situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne peuvent tirer avantage des rayons solaires, et ces populations représentent 73% des habitants de la planète Terre. Les énergies donc renouvelables, et précisément l'énergie solaire, doivent répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribueront à réduire les effets de serre dans l'atmosphère. C'est ce qu'a indiqué donc le président de la République lors de son intervention du haut de la tribune de ce sommet de l'Alliance internationale pour le solaire organisé conjointement par l'Inde et la France.
Alors bonjour Fardous, comme nous venons de le voir, donc le sommet s'est officiellement ouvert donc à New Delhi en présence donc de plus de 120 chefs d'État et de gouvernement du monde entier donc qui sont venus donc répondre à l'appel de la France et de l'Inde. Alors concrètement, qu'est-ce que ce sommet apportera à ces populations les plus défavorisées et à qui l'énergie solaire est destinée? Bonjour avant tout, Ahmed. 2 ans donc après la COP 21 donc à Paris, la conférence internationale pour le solaire est entrée dans sa phase opérationnelle. L'on estime donc 121 pays situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne qui peuvent donc tirer avantage de ces rayons solaires. 46 pays donc ont déjà ratifié cet accord cadre de l'Alliance pour le solaire. 19 l'ont déjà ratifié. Cette alliance est née, Ahmed, d'un constat sur le solaire, l'une des énergies renouvelables les plus abondantes dans les régions du monde qui ne disposent pas toujours de technologie, de financement ou d'expertise pour exploiter à son maximum. En associant les banques de développement et le secteur privé, cette alliance pour le solaire entend donc mobiliser 1000 milliards de dollars d'investissement pour accélérer l'accès à cette énergie abondante dans les pays du Sud. Le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, mais aussi sont également membres de cette alliance qui travaille en lien avec l'Agence internationale de l'énergie, avec aussi les banques de développement, les entreprises et les investisseurs privés. Cette énergie solaire apparaît de plus en plus comme un outil central de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les panneaux de cellules photovoltaïques s'améliorent, les coûts baissent, seul le financement manque. Objectif, Ahmed, est de déployer des technologies plus performantes et compétitive dans les zones intertropicales où vivent 4,5 milliards d'habitants sans accès fiable à l'électricité. Merci Fardous pour cette analyse. Concernant toujours l'énergie, un atelier sur les énergies renouvelables et leur utilisation en République de Djibouti a été conjointement organisé aujourd'hui par la Chambre de commerce de Djibouti et l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Des experts sociétés allemandes spécialisés dans ce domaine ont donné des explications techniques pour mieux cerner les avantages que l'on peut tirer des énergies renouvelables, des énergies qui sont disponibles et à moindre coût par rapport aux énergies dites fossiles que sont tous les produits pétroliers. Les énergies renouvelables assurant donc le développement à venir de la République de Djibouti. La plupart des pays réfléchissent à l'heure actuelle sur comment assurer la transition énergétique. Une délégation de représentants sont venus donc pour partager leur expérience et participer aux sessions B2B avec des opérateurs privés et publics. Et grâce à cet atelier, la Chambre de commerce de Djibouti compte accroître l'exploitation des énergies renouvelables avec la collaboration de la coopération allemande et des institutions. Cet atelier donc a vu la participation de l'ambassadeur de l'Allemagne à Djibouti, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koje Yonitani. For this country, a very important subject for the world. Et pour plus de précision, donc écoutons les explications du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Moi, en premier lieu, de vous souhaiter la bienvenue à la Chambre de commerce de Djibouti, à l'occasion de cet atelier sur les énergies renouvelables. Dans les domaines stratégiques justement des énergies, et surtout des énergies renouvelables et durables, l'Afrique a un immense potentiel en la matière qui est souvent sous-exploité. À Djibouti, par exemple, nous le savons, tout le soleil, tous les jours que le bon Dieu crée, nous sommes sous le soleil. 365 jours. À savoir, disponible donc toute l'année, avec le bouleversement climatique mondial et la fin de programmer des énergies fossiles, les énergies vertes sont donc de nos jours une alternative à prendre en considération. Et dans cette optique, il y a quelques années, la République de Djibouti avait adhéré, ratifié les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, dont la mission première est la promotion et le développement des énergies renouvelables. Au-delà de l'exigence environnementale, la diversification des ressources énergétiques, à travers notamment le développement des énergies renouvelables, répond pour Djibouti à une nécessité dans la mesure où le coût et l'accès de l'électricité représentent
une contrainte au développement socio-économique du pays. D'où l'objectif que s'est fixé le gouvernement d'utiliser à Djibouti 100% d'énergie renouvelable et propre à l'horizon 2020. Donc de la réforme de l'administration, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a procédé au lancement d'un atelier de ressources humaines et donc cet atelier a vu la participation du secrétaire exécutif Mohamed Awale, du directeur de la NCI Moustapha et du directeur de l'INAP Chalmak Idriss, du conseiller technique du ministre du Travail et de l'expert de l'ENAP du Québec Eric Charest. L'objectif de cette initiative consiste à obtenir l'excellence en matière de gestion de ressources humaines et ce programme de formation est une opportunité pour acquérir des compétences riches en théorie visant à consolider les meilleures pratiques de gestion de ressources humaines avec des thématiques fondamentales portant sur la discipline professionnelle. Donc, et soutient tout évidemment la politique générale du gouvernement conduite par le chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Cette formation conçue pour le ressourçant de ressources humaines est une étape qui renforce le lien de collaboration existante entre le ministère chargé de la réforme et le consortium de l'ENAP. En Nouvelle Nationale, toujours une formation sur les soins d'urgence préhospitalière s'est ouverte au quartier général de la protection civile et des sapeurs-pompiers. La cérémonie de cette formation, qui va durer une semaine, a été coprésidée par le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé, et par le directeur général de la protection civile et des sapeurs-pompiers, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud. Cette formation est dispensée par 2 paramédics bénévoles de l'Ottawa, de l'État du Québec, et s'inscrit dans le cadre de partenariat entre la CNSS et les paramédics canadiens. La formation donc préhospital Trauma Life Support est une formation de 40 heures dispensée par les paramédics de l'Ottawa et cette formation est destinée au personnel de première ligne, premier secours de différents corps constitués comme la protection civile, la gendarmerie nationale, la police nationale, les gardes-côtes, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, la CNSS, le SMUR et le ministère de la Santé. Maxime Tivergue et Émilie Tivergue sont les experts déployés pour partager leur expertise et leur savoir-faire avec une quarantaine de personnes qui bénéficieront de cette formation. Je vous propose à présent de suivre un extrait de l'intervention du directeur général de la protection civile. Une formation préhospitalière qui est dispensée en collaboration avec gracieuse collaboration de la Caisse nationale, ici représentée par son directeur, qui nous permet, c'est la deuxième fois en 2 ans que nous faisons ce genre de formation, qui est très utile pour nous, sécuristes. Cette formation consiste en cas de crise, en cas d'accident grave, avec des multiples victimes, que plusieurs intervenants arrivent sur le lieu, par exemple derrière d'un train ou un crash d'un avion, comment tous les services qui vont concourir pour secourir aussi, vont collaborer ensemble. D'accord? Donc, nous sommes des secouristes. CNSS, ils ont des médecins et des infirmiers. Donc, si nous ne parlons pas le même langage, nous n'allons pas travailler et le travail sera de moindre qualité et des pertes en vie humaine seront beaucoup plus conséquentes que ce qu'il devrait être. Voilà, c'est une manière pour que toutes ces institutions qui travaillent dans le secours coordonner leur travail dans des manières, de conditions décentes du lieu de l'accident et les transporter jusqu'à l'hôpital le plus proche. Font partie, comme vous pouvez le constater, il y a la CNSS qui fait partie, qui est en premier lieu, avec ses personnels médical, les infirmiers, il y a l'accord de la police, il y a l'accord de la gendarmerie, il y a le corps de sapeurs-pompiers de Djibouti, l'armée aussi sera là. Et nous souhaitons aussi que nos autres corps, comme la garde-côte ou bien la garde républicaine, et c'est une formation qui se talera sur une semaine, à l'issue de quoi, à la fin, leur sera délivré un certificat international standard nord-américain délivré par nos collègues urgentistes de l'UTOE.
Enfin, donc, pour finaliser le projet eau, assainissement et hygiène en partenariat avec l'UNICEF, l'équipe de sensibilisation de l'association ADIM, l'association pour le développement intégré de Malbla, activité de sensibilisation et d'information sur l'hygiène. À ces activités d'information ont pour donc ultime but de changement des comportements à risque des habitants liés aux mauvaises pratiques d'hygiène qui compromettent leur santé et l'organisation régulière de ces activités tout au long de l'échéance du projet, pour également expliquer aux populations rurales les bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage des mains au savon. Au moment critique, une pratique clé de la sensibilisation est réalisée à travers des démonstrations effectuées par les adultes et les enfants. Ces derniers sont le plus souvent vulnérables par ignorance, par pauvreté et non accès aux infrastructures d'eau potable, accentuées par les conséquences des changements climatiques. Remercions infiniment, et exécuté par ADIM, une ONG qui travaille beaucoup dans la région, et nous voulons aussi marquer notre présence pour que ces genres d'initiatives soient encore plus importantes et pour la population, afin de les sensibiliser sur les questions d'hygiène et d'assainissement. Je remercie infiniment l'UNICEF et l'ADIM qui collabore beaucoup avec le conseil régional. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde, toujours avec Fardouz. Donc Fardouz, l'Arabie Saoudite achète des avions de combat à Londres. C'est le prince héritier donc qui a acheté 48 Eurofighter Typhoon, un avion fabriqué uniquement en Europe. Tout à fait, donc la visite de 3 jours de l'Arabie Saoudite au Royaume-Uni s'est conclue sur un contrat juteux. Le prince héritier Mohammed Ben Salman veut acheter 48 avions de combat. Le programme Eurofighter emploie 40 000 personnes au Royaume-Uni, au total 100 000 essentiellement en Europe. Il est fabriqué dans le cadre du programme conclu entre 4 pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Appareil grand, concurrent du Rafale français d'assaut, a été commandé à presque 600 exemplaires par 8 pays depuis 2003. Londres et Riyad visent aussi des échanges commerciaux d'un montant d'environ 73 milliards d'euros sur les prochaines années dans des domaines très variés. Et enfin, Fardouz, donc en Syrie, l'offensive du régime syrien se poursuit dans la Ghouta orientale. Plus de 1000 civils, dont 219 enfants, ont été tués en 20 jours dans cette enclave assiégée près de Damas. Effectivement, donc le nombre de morts ne cesse d'augmenter dans la Ghouta orientale, en bordure de Damas. Le régime syrien poursuit son offensive contre cette enclave rebelle. Le déluge de feu auquel les forces loyales au président Bachar al-Assad soumettent l'enclave assiégée depuis le 18 février a coûté la vie à 1031 civils, dont 219 enfants, et on a blessé plus de 4350 autres selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime syrien s'est dit déterminé à reconquérir le dernier bastion rebelle à Damas, où presque 40 000 habitants subissent un siège asphyxiant depuis 2013. Il a déjà repris plus de la moitié de l'enclave, vaste de 100 000 km² où des obus et des roquettes sont tirées sur la capitale, fief du pouvoir, faisant des victimes. Le régime cherche toujours à assiéger les fiefs rebelles, parfois jusqu'à la famine. Il l'a notamment fait à Alep, deuxième ville du pays, qu'il a reprise en décembre 2016 après un siège asphyxiant et des bombardements dévastateurs. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci également à vous de votre fidélité sur Télé Djibouti.